La pluie tombait sur les toits de Lyon, dessinant des rivières brillantes le long des pavés. Assise à ma fenêtre, une tasse de thé refroidie entre les mains, je regardais les passants pressés qui ignoraient ma solitude. Mon veuvage avait laissé dans ma poitrine un vide qu'aucun mot ne pouvait combler. Mes enfants, déjà adultes, avaient leur propre vie, et moi, je n'étais plus qu'une ombre dans cette maison trop silencieuse. Puis, ce matin-là, une lettre glissée sous ma porte fit trembler mes doigts. L'écriture, je la reconnus aussitôt. C'était celle d'Henri. Mon premier amour. Celui que j'avais aimé à 17 ans, celui que j'avais perdu à cause d'un destin cruel, des choix imposés par nos familles et des années qui nous avaient éloignés. Je n'arrivais pas à respirer. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il éclate. Je lus et relus ces quelques lignes simples, Claire, je suis revenue. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. Les souvenirs revinrent comme une vague brutale, ses yeux d'un bleu profond, son sourire timide, nos promenades au bord de la Saône, les promesses murmurées au clair de lune. Et soudain, j'avais 70 ans de nouveau 17. Mais dans cette maison résonnaient déjà les voix de ma famille, tu es trop vieille pour ça. Tu dois penser à ta réputation. Et papa n'aurait jamais accepté. J'entendais ces jugements avant même de leur parler. Je fermai les yeux, la lettre contre ma poitrine, et une larme coula. Après tant d'années de silence, la vie me tendait une seconde chance. Mais étais-je prête à payer le prix? Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur cette histoire qui, je vous le promets, va toucher votre cœur. Avant de commencer, j'aimerais vous poser une question très simple, d'où est-ce que vous nous regardez? Écrivez-le dans les commentaires, que ce soit de Paris, de Marseille, de Bordeaux, de Lyon, de Toulouse, de Lille ou peut-être même de l'étranger. J'adore savoir jusqu'où nos récits voyagent et combien de vies différentes ils touchent. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire profondément humaine, une histoire de passion retrouvée, de douleurs anciennes et de courage pour aimer à nouveau, même quand tout semble perdu. C'est le récit de Claire, une femme française qui a connu le grand amour dans sa jeunesse, l'a perdu, puis l'a retrouvé quand elle était déjà veuve. Mais, comme dans la vie réelle, rien n'est jamais simple, sa famille n'a pas accepté ce retour. À travers ses larmes, ses doutes, ses combats intérieurs et les jugements de son entourage, nous allons voir comment une femme peut renaître, même à un âge où beaucoup pensent que tout est déjà écrit. Alors installez-vous confortablement, laissez-vous emporter par les mots et souvenez-vous, cette histoire pourrait être la vôtre, celle de votre mère, de votre tante, de votre grand-mère, ou même de votre voisine. Parce que l'amour, le vrai, n'a pas d'âge. Je m'appelle Claire, j'ai 72 ans, et pourtant, ce matin où tout a basculé, je me suis sentie comme une adolescente de 17 ans, mais avec le poids du monde sur les épaules. Depuis la mort de Jacques, mon mari pendant 47 ans, je vivais dans une maison silencieuse du quartier Croix-Rousse à Lyon. Les murs semblaient murmurer son absence. Chaque objet, chaque meuble, portait encore son empreinte, sa pipe laissée dans le tiroir du salon, son vieux manteau accroché derrière la porte, et surtout cette odeur de tabac doux qui refusait de disparaître. Je survivais à travers des gestes mécaniques, préparer mon café, arroser mes géraniums sur le balcon, regarder le marché s'installer en bas de la rue. Mes enfants venaient de temps en temps, rarement ensemble. Ils me regardaient avec une tendresse distante, comme si j'étais devenue une vieille femme fragile qu'il fallait ménager. Mais jamais ils n'ont demandé, « Maman, es-tu heureuse ?» Non, pour eux, j'étais veuve, donc condamnée à vivre dans le souvenir, dans la résignation. Puis, cette lettre. Simple, pliée en deux, avec mon prénom écrit d'une écriture que je connaissais mieux que la mienne. Henri. Le prénom seul suffisait à faire trembler tout mon corps. 54 ans s'étaient écoulés depuis notre dernière rencontre. À l'époque, j'étais une jeune fille amoureuse, pleine de rêves, et lui, un étudiant en philosophie venu de Dijon. Nous avions partagé des promenades au bord de la Saône, des heures à discuter de Camus et de Sartre dans les cafés bruyants, des baisers volés dans les escaliers du Vieux Lyon. Mais nos familles avaient décidé que nous n'étions pas faits l'un pour l'autre. La mienne voulait que j'épouse Jacques, fils d'un commerçant respecté. J'avais obéi. Ce matin-là, j'ai ouvert la lettre avec des mains tremblantes. Elle disait: Claire, je suis revenue à Lyon. Je sais que la vie nous a séparés, mais pas un jour ne s'est écoulé sans que je pense à toi. Je suis veuf.
J'aimerais te voir, si ton cœur le permet. Toujours à toi, Henri. Je suis resté immobile pendant de longues minutes, incapable de respirer. Le monde autour de moi s'était arrêté. Le bruit des voitures, les voix des passants, même le tic-tac de l'horloge semblait étouffé par le battement furieux de mon cœur. J'ai relu les mots encore et encore, chaque phrase me frappant comme une gifle. Mais avec l'émotion est venue la peur. Comment ma famille réagirait-elle ? Je connaissais déjà la réponse. Mon fils aîné, Marc, me répète souvent, « Maman, il faut respecter la mémoire de papa. » Ma fille cadette, Sophie, vit obsédée par les apparences. Que vont dire les voisins ? À ton âge, recommencer ? C'est ridicule. Je pouvais déjà entendre leur jugement. Je suis allé dans ma chambre et j'ai ouvert la vieille boîte où je gardais mes souvenirs interdits. Parmi les photos jaunies et les lettres froissées, il y avait une photo d'Henri, jeune, les cheveux noirs en bataille, ce sourire qui me désarmait à chaque fois. Je l'ai tenu contre ma poitrine et j'ai éclaté en sanglots. Tous ces souvenirs que j'avais enfouis, toute cette passion que j'avais étouffée pour être raisonnable, revenaient me frapper en pleine face. J'avais vécu une vie entière dans le devoir, dans le rôle de bonne épouse, de mère dévouée. Et voilà que le passé revenait, frappant à ma porte avec la promesse d'un nouvel avenir. Mais pouvais-je l'accepter ? Pouvais-je braver la colère de mes enfants, le poids des traditions, les murmures des voisins ? Le soir même, Marc est venu dîner. Je lui ai parlé de la lettre. Il a posé sa fourchette, blême, et m'a lancé. « Tu ne peux pas faire ça, maman. Papa se retournerait dans sa tombe. » Ces mots ont transpercé mon cœur. Comment pouvait-il comprendre que mon amour pour Jacques n'effaçait pas celui que j'avais pour Henri, cet amour ancien, brûlant, jamais éteint ? J'ai gardé le silence, mais dans mon regard, il a dû voir une lueur nouvelle, une résistance qu'il n'avait jamais vue chez moi. Ce soir-là, allongé dans mon lit froid, je n'ai pas trouvé le sommeil. Je revoyais le visage d'Henri, plus vieux peut-être, marqué par la vie, mais sûrement toujours lui. Je l'imaginais marchant quelque part dans les rues de Lyon, attendant une réponse, un signe de moi. Et dans le noir, une certitude m'a frappé, ma chute venait de commencer. Parce qu'en ouvrant cette lettre, j'avais ouvert une brèche dans ma vie bien rangée. Je savais que rien ne serait plus jamais pareil. Mais la douleur ne faisait que commencer. Car si la lettre avait réveillé mon cœur, elle avait aussi réveillé les chaînes invisibles qui m'avaient toujours tenu. Le lendemain de cette lettre, je me suis levé avec une sensation étrange. J'avais à la fois le cœur léger d'un secret retrouvé et l'âme lourde d'un fardeau que je savais inévitable. Le vide de ma maison, jadis silencieux mais rassurant, me semblait soudain étouffant. Chaque pièce résonnait de questions que je n'osais pas formuler à voix haute. Et si je le revoyais ? Et si c'était trop tard ? Et si mes enfants m'abandonnaient pour de bon ? Je me suis rendu au marché comme tous les mercredis matins. Les couleurs des fruits, les cris des marchands, l'odeur du fromage affiné auraient dû me réconforter. Pourtant, tout me paraissait irréel, comme si je marchais à travers un rêve brumeux. Je me suis arrêté devant un étal de fleurs, et là, les pivoines roses m'ont rappelé Henri. Il m'en offrait chaque printemps, cueilli dans le jardin de sa mère. J'ai dû détourner les yeux, car les larmes menaçaient déjà. De retour chez moi, j'ai trouvé un message sur mon répondeur. C'était Sophie. Sa voix froide et déterminée. « Maman, Marc m'a parlé de cette histoire. J'espère que tu n'es pas sérieuse. Papa mérite mieux que ça. Et nous aussi. » Chaque mot a été une lame enfoncée dans ma poitrine. Je suis resté figé, incapable de répondre. J'ai senti une solitude écrasante, plus lourde encore que celle de mon veuvage. C'était comme si mes propres enfants me punissaient pour avoir osé ressentir à nouveau. Les jours qui ont suivi ont été une lutte constante contre moi-même. Le soir, je relisais la lettre d'Henri, chaque mot réchauffant mon cœur. Mais au matin, les reproches de mes enfants et la peur du jugement social m'éteignaient de nouveau. Je vivais un va-et-vient douloureux, comme un navire pris dans une tempête, sans boussole. Un dimanche, à l'église de Saint-Nizier, je me suis assise au dernier banc. Les vitraux colorés projetaient des éclats de lumière sur le sol de pierre. Le prêtre parlait de pardon et de seconde chance, mais mes pensées étaient ailleurs. Je regardais les couples âgés qui se tenaient la main,
et je sentais une jalousie brûlante monter en moi. Pourquoi eux avaient-ils droit à l'amour jusqu'à la fin, et pas moi? Pourquoi devais-je être enfermée dans le rôle de la veuve respectueuse, vidée de toute passion? Le soir, j'ai sorti une vieille boîte de lettres cachée au grenier. Dedans, les lettres d'Henri de nos jeunes années, celles que je n'avais jamais eu le courage de brûler. Je les ai relues, une à une, jusqu'au bout de la nuit. Chaque phrase me rappelait la femme que j'avais été, vive, passionnée, audacieuse. J'ai alors pris conscience que la douleur ne venait pas seulement du refus de ma famille, mais aussi du constat cruel que je m'étais oublié depuis trop longtemps. Une nuit, j'ai rêvé de Jacques. Il me regardait avec son sourire doux et disait « Claire, tu as le droit de vivre encore ». Je me suis réveillée en larmes, mais ce rêve m'a hanté des jours entiers. Était-ce un signe? Ou seulement le fruit de mon désir coupable? Pendant ce temps, Marc est revenu me voir. Nous avons eu une dispute violente. Tu n'as pas besoin d'un homme, maman, tu as ta famille. Ma famille? Ai-je répondu, la voix brisée. Vous me jugez sans me demander ce que je ressens. Il est parti furieux, et je suis restée seule, tremblante, mais étrangement soulagée d'avoir enfin dit ma vérité. Pourtant, malgré mes élans de courage, le vide ne cessait de s'élargir. Les soirs étaient les pires. La maison résonnait des échos du passé, et je sentais que mon âme se consumait entre deux feux, celui du désir de revivre et celui de la peur de tout perdre. Un soir d'automne, j'ai allumé une bougie et je me suis regardée dans le miroir. Les rides racontaient ma vie, mais derrière elles, je voyais encore la jeune fille de 17 ans. Et cette voix intérieure murmurait « Claire, si tu n'oses pas maintenant, il sera bientôt trop tard. » La douleur du vide atteignait son paroxysme. Mais quelque part, dans cette souffrance, une graine de révolte commençait à germer. C'est dans ce gouffre de douleur que la première étincelle est née. Et cette étincelle allait changer le cours de ma vie. L'automne avançait, avec lui, mon cœur battait au rythme d'une tension insoutenable. J'avais passé des semaines à me débattre entre mes souvenirs, la lettre d'Henri, et le poids des reproches de mes enfants. Le vide me consumait. Mais un jour, il s'est transformé en quelque chose d'inattendu, un appel à la vie. C'était un mardi après-midi. Le ciel de Lyon était couvert, gris comme du plomb. J'avais décidé de sortir marcher le long des quais de Saône pour apaiser mes pensées. Le vent soulevait les feuilles mortes et les faisait danser autour de mes pas soudain, au détour d'un banc, je l'ai vu. Lui. Henri. Il portait un manteau sombre et une écharpe bleue, ses cheveux désormais argentés. Mais c'étaient ses yeux, ces mêmes yeux bleus qui m'avaient fait chavirer il y a plus de 50 ans. J'ai senti mes jambes se dérober sous moi. Il s'est approché lentement, comme si le temps lui-même retenait son souffle. « Claire » a-t-il murmuré, la voix tremblante. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Les larmes me montaient déjà aux yeux. Et puis, il a souri. Un sourire timide, le même que jadis, mais plus fragile, marqué par les épreuves de la vie. J'ai senti une chaleur m'envahir, un feu que je croyais éteint à jamais. Nous avons marché ensemble, en silence d'abord, puis les mots sont venus, timides mais sincères. Il m'a parlé de sa vie à Dijon, de son mariage, de sa solitude depuis la mort de son épouse. Et moi, je lui ai confié mes années avec Jacques, mes enfants, ma douleur. Nous étions deux survivants, marqués mais debout. À mesure que nous parlions, je sentais une étincelle renaître. Ce n'était pas seulement de la nostalgie. C'était une évidence, cet homme faisait partie de moi, malgré les décennies perdues. Mais cette rencontre a été aussi un déchirement. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai trouvé Marc assis dans le salon. Il m'attendait. J'ai compris qu'il avait deviné. « Alors, tu l'as revu » m'a-t-il lancé, glacé. Je n'ai pas nié. « Oui, Marc. Et je ne regrette pas. » Sa colère a explosé. Il a parlé d'honte, de trahison envers la mémoire de papa, de scandale pour la famille. Ces mots me frappaient comme des pierres. Pourtant, au milieu de cette tempête, je me suis surprise à rester droite. J'ai senti une force nouvelle me traverser. Le soir, seule dans ma chambre, je n'ai pas pleuré. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie vivante. J'avais franchi un seuil. Oui, ma famille me rejetait.
Oui, le monde me jugeait. Mais mon cœur battait à nouveau, et ce battement valait plus que tout. Les jours suivants, Henri et moi avons commencé à nous revoir discrètement. De petites promenades, des cafés partagés dans des brasseries discrètes du Vieux-Lyon, des conversations interminables sur le passé et l'avenir. Chaque rencontre était un souffle d'air pur. Je riais de nouveau, et même mon miroir me paraissait moins cruel. Mais un soir, alors que je rentrais, j'ai trouvé Sophie devant ma porte. Son regard était dur, presque méprisant. « Maman, tu ne vois pas ce que tu fais ? Tu salis la mémoire de papa. Tu nous fais honte. » J'ai voulu répondre, mais aucun mot n'est sorti. Elle est partie en claquant la porte, me laissant seule avec une douleur immense. J'avais peur de perdre mes enfants. Mais au fond, une autre voix murmurait, « Claire, si tu renonces encore une fois, tu te perdras définitivement. » Ce fut mon point de bascule. Cette nuit-là, je me suis assise à mon bureau et j'ai écrit une lettre à mes enfants. Pas pour me justifier, mais pour leur dire la vérité, j'avais le droit de vivre encore. Je leur ai raconté ce qu'Henri représentait pour moi, ce qu'il avait toujours été. J'ai écrit avec des larmes, mais aussi avec une conviction inébranlable. Quand j'ai posé la plume, j'ai senti un poids tomber de mes épaules. C'était décidé, je choisirais la vie, même si cela signifiait marcher seul. Le lendemain, j'ai appelé Henri. Ma voix tremblait, mais j'ai dit. « Henri, je ne veux plus me cacher. Si tu es prêt, je suis prête aussi. » Il y eut un silence, puis sa voix émue. « Claire, j'attendais ces mots depuis un demi-siècle. Mais choisir la vie signifiait aussi affronter la guerre. Et cette guerre, elle allait commencer sous mon propre toit. » Les jours qui suivirent ma décision furent les plus éprouvants de ma vie. J'avais franchi un seuil intérieur, mais le monde extérieur n'allait pas me laisser en paix. La lutte commença d'abord en moi. Chaque matin, je me réveillais avec un mélange d'élan et de peur. L'élan de retrouver Henri, l'homme qui rallumait ma flamme, et la peur de perdre mes enfants, mes repères, cette stabilité fragile que j'avais préservée depuis la mort de Jacques. Je regardais souvent la photo de mon mari sur la commode. Ses yeux semblaient me juger. Étaient-ce de la trahison ? Ou au contraire, aurait-il compris ? Après tout, Jacques avait été un homme bon, généreux. Peut-être aurait-il voulu que je retrouve un peu de lumière. Mais la culpabilité rongeait mes nuits, comme une ombre tapie derrière chaque sourire que je partageais avec Henri. La lutte externe, elle, était encore plus violente. Marc et Sophie se liguaient contre moi. Un soir, ils sont venus ensemble, chose rare. Dans le salon, la tension était palpable. Marc, les poings serrés, lança. « Maman, il faut arrêter cette folie. » Sophie ajouta, glaciale. « Tu n'as plus 20 ans. Tu es ridicule. » Leurs mots étaient des poignards. Je me sentais jugée comme une enfant, privée de droit sur ma propre vie. Pourtant, quelque chose en moi refusait de plier. J'ai répondu, d'une voix tremblante mais ferme. « Je vous aime, mais je ne suis pas morte. Je veux encore vivre. » Un silence glacial suivit. Je voyais la déception dans leurs yeux, presque du dégoût. Ce soir-là, quand ils partirent sans m'embrasser, j'ai cru que mon cœur allait éclater. Mais une petite voix intérieure murmurait, « Tiens bon, Claire. » Henri, de son côté, essayait d'apaiser mes craintes. « Nous n'avons rien fait de mal, Claire, » me répétait-il. Mais je voyais bien sa propre inquiétude. Ses enfants à lui aussi n'acceptaient pas notre rapprochement. Deux familles contre deux cœurs. La bataille était rude. Un après-midi, alors que nous marchions dans le parc de la Tête d'Or, Henri m'a pris la main. Les feuilles d'automne craquaient sous nos pas, « Claire, » dit-il doucement, « nous avons déjà perdu 50 ans. Nous ne pouvons plus perdre de temps. » Ces mots ont enfoncé le clou dans ma décision. J'étais prête à affronter le monde. Mais la société elle-même semblait se liguer contre moi. Les voisins, les amis de l'église, même la boulangère du coin, tous avaient un mot à dire. « Alors, Claire, on dit que tu as un nouvel amoureux », lançait-on avec un sourire ironique. Derrière ces plaisanteries, je sentais le venin du jugement. J'appris vite que, dans une petite communauté, rien ne reste secret.
La lutte externe atteignit son paroxysme lors d'un dîner de famille. J'avais invité mes enfants et mes petits-enfants. Je voulais leur montrer qu'Henri et moi pouvions partager une table, simplement, comme deux êtres humains. Mais dès qu'il franchit la porte, le silence tomba. Marc ne lui serra même pas la main. Sophie passa le repas à détourner le regard. Les petits, innocents, riaient et posaient des questions. « C'est qui, Papy Henri ?» Mais leurs parents les faisaient taire d'un ton sec. À la fin du repas, Marc explosa. « Tu détruis la mémoire de papa devant nous tous. » Henri voulut répondre, mais je l'ai retenu par la main. Moi, j'ai dit calmement. « Non, Marc. Je ne détruis rien. Je continue à vivre. » Ces mots me coûtèrent, mais je les sentis résonner en moi comme un cri de liberté. La lutte interne et externe s'entremêlait. Chaque jour était une bataille contre mes propres doutes et contre l'hostilité du monde. Mais au fil du temps, quelque chose changeait en moi. Là où j'aurais cédé autrefois, je me découvrais une force insoupçonnée. Comme si ces chaînes que j'avais portées toute ma vie commençaient enfin à se briser. Un soir, seul sur mon balcon, j'ai regardé les lumières de Lyon scintiller. Le Rhône brillait comme un ruban d'argent. Et j'ai compris que ma lutte n'était pas vaine. Elle était le prix à payer pour redevenir moi-même. Et puis, dans ce combat acharné, un premier souffle de victoire est arrivé, inattendu mais salvateur. Il y a des jours où la vie semble soudain se fissurer pour laisser passer un rayon de lumière. Après des semaines de tempête, ce rayon est apparu un matin de décembre, quand tout paraissait figé dans le froid et la grisaille. Je m'étais réveillé avec une boule au ventre, redoutant encore une nouvelle dispute, un nouveau silence glacial de mes enfants. Pourtant, ce jour-là, quelque chose d'inattendu s'est produit. Ma petite fille Camille, âgée de 15 ans, est venue seule frapper à ma porte. Ses joues rosies par le froid, ses yeux pleins de curiosité, elle s'est assise en face de moi, dans la cuisine où le café fumait encore. « Mamie » m'a-t-elle dit timidement, « est-ce que c'est vrai que tu as un amoureux ?» Je suis restée muette un instant, prise de court. Puis j'ai souri, avec une tendresse infinie. « Oui, ma chérie. C'est vrai. » Camille a éclaté d'un rire léger, celui qu'on entend rarement à cet âge où tout devient sérieux. « Alors, tu es comme moi. Moi aussi j'ai un copain, mais papa ne le sait pas. » Son innocence a balayé mes peurs en un instant. Elle ne voyait pas une vieille femme ridicule. Elle voyait une femme qui aime. Et dans ce reflet, je me suis sentie validée, reconnue. Ce fut là ma première victoire, l'amour n'avait pas d'âge, et ma petite fille l'avait compris instinctivement. Encouragée par cette complicité, j'ai décidé de ne plus me cacher. Quelques jours plus tard, Henri et moi avons assisté ensemble à une exposition au musée des Beaux-Arts. Nous marchions côte à côte, sans crainte des regards. Les tableaux impressionnistes illuminaient les salles, et je me sentais comme un de ces paysages baignés de lumière, vivante, vibrante. En sortant, un voisin de longue date nous a croisés. Je m'attendais à une remarque acerbe. Mais il s'est contenté de sourire doucement. « Vous avez l'air heureux, Claire. Ça fait plaisir à voir. » Cette phrase, si simple, a été une victoire immense. Pour la première fois, quelqu'un ne me jugeait pas mais me félicitait. La plus grande victoire, toutefois, est arrivée le soir de Noël. Toute la famille s'était réunie chez Marc. L'ambiance était tendue, je savais qu'Henri n'était pas le bienvenu, alors il était resté chez lui. Mais au moment du dessert, Camille s'est levée et a dit, avec la candeur de la jeunesse. « Papa, pourquoi tu en veux à mamie ? Elle a le droit d'être heureuse, non ? » Un silence pesant a suivi. Marc a rougi, Sophie a détourné les yeux. Mais dans ce silence, j'ai senti que quelque chose avait basculé. Mes enfants, pour la première fois, étaient confrontés à une vérité qui ne venait pas de moi mais d'une génération plus jeune. Je n'ai rien dit. Mais à l'intérieur, une chaleur m'a envahi. C'était le goût de la victoire, doux et discret, mais réel. Quelques jours plus tard, Marc est passé à la maison. Son regard était toujours dur, mais moins tranchant. « Maman, je ne comprends pas ton choix, » m'a-t-il dit. « Mais, si ça te rend heureuse, peut-être que je dois apprendre à l'accepter. » Ces mots, je les ai reçus comme un cadeau.
Il ne s'agissait pas encore d'une réconciliation totale, mais c'était une brèche dans le mur qu'il avait dressé entre nous. Henri, quand je lui ai raconté, a serré mes mains avec émotion. Tu vois, Claire. Le temps travaille pour nous. Et il avait raison. Chaque petit geste, chaque regard bienveillant, chaque silence moins lourd devenait une victoire. Pas des triomphes éclatants, mais des conquêtes intimes, profondes, qui me redonnaient confiance. Un après-midi, alors que nous nous promenions sur les quais, Henri m'a embrassé à découvert, sous les yeux des passants. Je n'ai pas reculé. J'ai senti ce baiser comme une déclaration au monde, oui, nous étions ensemble. Oui, malgré les rides, malgré les deuils, malgré les jugements. Et pour la première fois, je n'avais pas honte. Ce fut ma plus belle victoire, retrouver ma dignité, mon droit à aimer, mon droit à exister autrement que comme la veuve de Jacques. Ce soir-là, seule dans mon lit, je n'ai pas pensé à la douleur ni au vide. J'ai pensé à la vie. Et je me suis endormie le cœur apaisé, prête pour la suite. Mais chaque victoire ouvre la porte à de nouveaux horizons. Et moi, je n'avais pas encore imaginé jusqu'où cette renaissance allait me mener. Après les premiers instants de victoire, une énergie nouvelle s'est mise à circuler en moi. J'avais l'impression que ma vie reprenait des couleurs, que chaque journée pouvait à nouveau contenir une promesse. Henri et moi avions franchi une étape, nous n'étions plus seulement deux âmes liées par le passé, mais un couple qui construisait quelque chose dans le présent. Tout a commencé par des petits gestes simples, prendre ensemble notre café du matin dans un bistrot de la Presqu'île, flâner dans les allées du parc de la Tête d'Or, partager un dîner improvisé chez lui ou chez moi. Mais ces moments anodins avaient pour moi la saveur d'une conquête immense, je n'étais plus seule. Chaque sourire d'Henri, chaque éclat de rire partagé me rappelait que l'amour pouvait renaître, même quand on croyait la flamme définitivement éteinte. Très vite, nous avons commencé à élargir nos horizons. Un week-end, Henri m'a proposé une escapade à Annecy. Le lac scintillait sous le soleil d'hiver, les montagnes enneigées se reflétaient dans l'eau comme des cartes postales vivantes. En marchant main dans la main le long des canaux, j'ai ressenti une légèreté que je n'avais pas connue depuis ma jeunesse. Nous étions comme deux adolescents en fugue, oubliant nos douleurs et les regards des autres. Cette liberté nouvelle s'est étendue à d'autres aspects de ma vie. Moi qui avais toujours vécu dans la retenue, j'ai osé m'inscrire à un cours de peinture, quelque chose que j'avais toujours rêvé de faire mais que Jacques trouvait inutile. Henri m'accompagnait, parfois il restait silencieux derrière moi, observant mes coups de pinceau, et je sentais son regard comme une approbation, une invitation à oser encore davantage. Un soir, après un vernissage où j'avais exposé ma première toile, j'ai compris que ma renaissance n'était pas seulement sentimentale. Elle était aussi personnelle. Je n'étais plus seulement Claire, la veuve, ou Claire, la mère. J'étais redevenue une femme avec des désirs, des passions, des ambitions. Bien sûr, ma famille n'acceptait pas encore totalement cette métamorphose. Sophie me regardait toujours avec suspicion, et Marc restait distant. Mais leurs enfants, mes petits-enfants, commençaient à voir en moi une nouvelle figure, une grand-mère qui riait, qui voyageait, qui osait. Leur curiosité et leur affection étaient un soutien discret mais précieux. Un jour, Camille m'a dit en me serrant dans ses bras. « Mamie, tu es la preuve qu'on peut aimer toute sa vie, même plusieurs fois. » Ces mots simples ont résonné en moi comme une bénédiction. Avec Henri, nous avons décidé d'aller plus loin. Nous avons projeté de voyager dans le sud de la France, à Arles et à Avignon, des villes que nous avions toujours rêvé de visiter ensemble mais que le destin nous avait interdites dans notre jeunesse. Chaque projet, chaque billet de train réservé était une victoire contre le temps, une conquête sur les regrets. L'expansion se manifestait aussi dans ma façon de me tenir face au monde. Là où je baissais les yeux autrefois, je les levais désormais. Quand une voisine faisait une remarque perfide, je répondais par un sourire assuré. Quand à l'église quelqu'un insinuait que je déshonorais la mémoire de Jacques, je rétorquais doucement. Honorer sa mémoire, c'est aussi honorer la vie qu'il m'a laissée. Peu à peu, je sentais que mon entourage changeait son regard. Certains continuaient de me juger, mais d'autres commençaient à me respecter. Ce n'était pas une approbation totale, mais une reconnaissance implicite, j'avais osé là où beaucoup n'osaient pas. Et puis, il y eut cette soirée inoubliable à l'Opéra de Lyon. Henri avait réservé 2 places pour La Traviata.
Quand les premières notes ont résonné, je n'ai pas pu retenir mes larmes. Violetta chantait son amour interdit, son désir de vivre malgré la condamnation du monde. J'ai serré la main d'Henri, et il a murmuré. C'est notre histoire, Claire. Mais la nôtre aura une autre fin. À ce moment-là, j'ai su que nous n'étions plus seulement en train de nous retrouver. Nous étions en train de nous réinventer. Cette expansion de ma vie, de mes émotions, de mes horizons n'était pas seulement une récompense. Elle était une conquête quotidienne, une bataille silencieuse que je gagnais chaque fois que je choisissais l'amour plutôt que la peur, la liberté plutôt que les chaînes. Et au fond de moi, je savais déjà que ces conquêtes en appelleraient d'autres. Car chaque renaissance ouvre des portes inattendues, et derrière elles se cachent de nouveaux défis. Mais tout nouvel horizon apporte aussi ses tempêtes. Et bientôt, j'allais découvrir que l'amour retrouvé devait encore affronter de nouvelles épreuves. Chaque expansion, chaque conquête, porte en elle de nouveaux défis. Alors que je goûtais à cette renaissance aux côtés d'Henri, je découvris que la vie n'accorde jamais de répit complet. L'amour retrouvé avait éclairé mon existence, mais il apportait aussi son lot d'ombre. Le premier défi fut celui du temps. J'avais 72 ans, Henri en avait 74. Nous ne pouvions ignorer que nos corps portaient déjà les marques de l'âge. Une fatigue nouvelle, des douleurs sourdes, des rendez-vous médicaux fréquents. Autant de rappels cruels que chaque instant était précieux, mais aussi fragile. Un jour, Henri fut hospitalisé pour un malaise. Rien de grave, disait-on, mais je passais 3 nuits blanches à craindre de le perdre de nouveau, après l'avoir retrouvé si tard. Cette peur me rongeait, avais-je le droit de m'attacher ainsi, au risque de souffrir encore plus ? Le deuxième défi venait toujours de ma famille. Si Marc commençait à se résigner, Sophie restait inflexible. Elle ne cessait de me lancer des pics, même devant ses enfants. « Tu joues à l'adolescente, maman. Ce n'est pas digne de toi. » Chaque mot était un rappel douloureux qu'une partie de mon sang refusait de me comprendre. Je m'efforçais de rester droite, de ne pas céder à la colère. Mais parfois, seule dans ma chambre, j'éclatais en sanglots. Car rien ne blesse plus qu'être rejeté par ceux à qui on a tout donné. Un autre défi s'invita peu à peu, celui du monde extérieur. Nous étions devenus visibles. Dans le quartier, les rumeurs couraient. Certaines amies de longue date me tournaient le dos, d'autres osaient des remarques blessantes. À ton âge, Claire, on pense à ses petits-enfants, pas à courir les balles. Ces jugements me rappelaient combien la société enferme les femmes dans des rôles figés, la mère, la veuve, la grand-mère. Jamais l'amoureuse. Jamais la femme vivante. Mais le plus grand défi fut intérieur. J'étais partagée entre 2 fidélités, celle que je devais à Jacques, l'homme avec qui j'avais partagé presque 50 ans de ma vie, et celle que je voulais offrir à Henri, mon premier et peut-être dernier amour. Je craignais de trahir l'un en choisissant l'autre. Chaque soir, je regardais la photo de Jacques et je lui parlais en silence, « Pardonne-moi ». Puis je pensais à Henri, et mon cœur s'embrasait de nouveau. Cette dualité me tiraillait sans relâche. Henri, lui aussi, avait ses luttes. Ses enfants le jugeaient, parfois plus durement encore que les miens. Nous en rions parfois, pour alléger la douleur. « Tu vois, Claire, nous sommes 2 criminels aux yeux du monde, » disait-il en souriant. Mais je voyais bien dans ses yeux qu'il souffrait, lui aussi, de cette fracture familiale. Et pourtant, malgré ces obstacles, nous avancions. Chaque défi affronté nous rapprochait davantage. Lorsque Sophie me rejetait, Henri me prenait dans ses bras et me rappelait que nous n'avions pas à prouver notre amour. Lorsque la fatigue ou la maladie nous ralentissait, nous savourions encore plus nos petites victoires, une promenade réussie, un repas partagé, une nuit sans douleur. Un soir, en revenant d'une visite chez le médecin, Henri m'a dit avec gravité. « Claire, nous n'avons plus le luxe de perdre du temps. Nous devons vivre chaque jour comme si c'était le dernier. » Ces mots ont planté en moi une graine nouvelle. Et si nos défis n'étaient pas des obstacles, mais des rappels ? Des rappels que l'amour véritable n'est pas fait de facilité, mais de choix répétés, encore et encore, malgré tout. À partir de ce moment, j'ai décidé de transformer chaque difficulté en force. Quand mes voisins me jugeaient, je me disais, leur regard ne m'appartient pas. Quand Sophie me rejetait, je me rappelais Camille, ma petite fille, qui me soutenait.
Quand la santé d'Henri vacillait, je choisissais de l'aimer plus forte encore. Ce fut sans doute là la plus grande croissance, comprendre que le bonheur n'est pas une absence de défis, mais la capacité de les affronter avec courage et amour. Et dans cette lutte, dans ces défis surmontés, j'ai compris que je n'écrivais pas seulement mon histoire, mais aussi un héritage pour ceux qui viendraient après moi. Les mois passèrent, tissés de joies fragiles et de luttes silencieuses. Chaque jour passé avec Henri était une victoire contre le temps, mais aussi une promesse offerte à moi-même, ne plus jamais renoncer à vivre. Pourtant, je sentais que ce que nous construisions dépassait notre propre histoire. Nous étions devenus un symbole, une preuve vivante que l'amour n'a pas d'âge et que le courage de choisir peut transformer une vie, même au crépuscule. Un dimanche de printemps, nous avons organisé un grand déjeuner familial dans mon appartement de la Croix-Rousse. J'avais hésité longtemps. Les tensions restaient vives avec Sophie, et même Marc, malgré ses progrès, demeurait distant. Mais j'avais décidé que la peur ne dicterait plus mes choix. Henri était à mes côtés, et je voulais qu'il prenne sa place, non pas dans l'ombre, mais au grand jour. La table était dressée avec soin, nappe blanche, fleurs fraîches, verres qui scintillaient à la lumière du soleil. Les petits enfants riaient, insouciants, courant d'une pièce à l'autre. Henri, d'abord timide, a trouvé peu à peu ses mots. Il parlait de sa jeunesse, de ses souvenirs, et même Sophie, malgré son regard dur, l'écoutait en silence. Ce fut Camille, encore une fois, qui brisa la glace. « Mamie, tu as de la chance d'avoir retrouvé ton amoureux. »« Moi, je trouve ça beau. » Un silence suivit, puis un sourire esquissé sur les lèvres de Marc. Et j'ai senti, à cet instant, que quelque chose se transformait. Ce n'était pas une approbation totale, mais c'était une ouverture, une brèche dans ce mur d'incompréhension. Et cette brèche suffisait à me donner de l'espoir. Au-delà de ma famille, je découvrais que mon choix avait des répercussions plus larges. Des voisines, d'abord critiques, me confiaient discrètement leur admiration. « Claire, vous nous donnez du courage », me dit un jour une amie de l'église, qui vivait seule depuis 20 ans. J'ai compris alors que mon histoire n'était pas qu'un combat personnel, elle portait un message. Cet héritage, je voulais le transmettre. Non pas sous forme de grandes leçons, mais par l'exemple. Je voulais que mes petits-enfants se souviennent que leur grand-mère avait osé aimer, malgré les jugements, malgré la peur. Que la dignité d'une femme ne se mesure pas à sa soumission, mais à sa capacité d'écouter son cœur. Henri et moi avons continué à écrire nos pages. Des voyages modestes, des promenades, des repas partagés, mais surtout, des instants d'une intensité rare. Chaque baiser avait le goût de l'éternité, chaque sourire effaçait 50 ans d'absence. Et puis, un soir d'été, alors que nous regardions le soleil se coucher sur les toits de Lyon, Henri a pris ma main et m'a dit « Claire, si nous avons encore quelques années devant nous, alors faisons en sorte qu'elles valent pour 100. » Ces mots résonnèrent en moi comme une prière. J'ai compris que notre héritage n'était pas seulement familial, mais universel, la vie n'est jamais finie tant que l'on choisit de l'aimer. Aujourd'hui, quand je repense à ce chemin, je ne vois plus seulement la douleur, le rejet ou les larmes. Je vois une femme qui s'est relevée, qui a osé. Je vois des enfants qui, peu à peu, apprennent que leur mère est plus qu'une statue figée dans le marbre du deuil. Je vois une petite fille qui grandit avec l'exemple d'une grand-mère courageuse. Je vois un amour qui, malgré tout, a vaincu le temps. Et si je devais laisser un message à toutes celles qui écoutent mon histoire, ce serait celui-ci: n'attendez pas que la vie vous donne la permission d'aimer. L'amour est toujours un acte de rébellion, mais aussi le plus beau des héritages. J'ai été épouse, j'ai été mère, j'ai été veuve. Aujourd'hui, je suis à nouveau amoureuse. Et je suis fière de dire que, même à 72 ans, ma vie a recommencé. À toutes les femmes qui doutent, qui craignent le regard des autres, qui pensent que leur temps est passé, sachez que tant que votre cœur bat, il n'est jamais trop tard. L'âge, les jugements, les traditions ne sont que des murs. Mais les murs, même les plus épais, peuvent être brisés par la force de l'amour.